lors de ce grand repas de famille, mon père, Stéphane, a posé son couteau avec une lenteur calculée, la lame d'argent capturant la lueur des bougies en un éclat fugace et froid. Il a parlé, et sa voix était dénuée de toute chaleur, un ton neutre qui vous transperçait bien plus sûrement qu'un cri. Ta sœur, Manon, est née pour une vie douce, et toi, tu es là pour gagner l'argent qui lui permet cette vie. Si cela te pose un problème, la porte est là. Pas une once de colère, juste cette affirmation calme, implacable, qui tue plus vite que la rage. La main de ma mère, Sandrine, qui s'apprêtait à se resservir, s'est figée en plein air, suspendue dans un moment d'incrédulité. Manon, elle, a continué de mâcher sa bouchée de dinde rôtie, le regard vague, complètement détaché de la scène. Autour de nous, le monde entier sembla s'immobiliser, le bourdonnement des conversations s'éteignant comme une flamme privée d'oxygène. Je n'ai pas cherché la confrontation. J'ai simplement ramassé mon assiette, plié méticuleusement ma serviette en lin et esquissé un sourire, comme si je venais enfin de saisir le sel d'une blague complexe. Dans ce cas, j'imagine que vous vous occuperez des factures. Ils ont eu un rire bref, mal à l'aise. J'ai ri avec eux, un son creux dans ma propre gorge, car ce qu'ils ignoraient, c'est que le repas qu'ils venaient de terminer, ce festin de faux-semblants, leur avait déjà tout coûté. Quand les gens me demandent ce qui m'a brisé ce soir-là, ils s'attendent à un événement unique, une fissure nette et sonore qui aurait tout fait voler en éclats. Mais la vérité, c'est que les fissures se propageaient depuis des années, silencieuses et obstinées, sous la surface polie de la maison Leroy. Ce dîner n'a été que le moment où la lumière crue les a finalement révélés. J'ai grandi derrière le comptoir de Leroy Art et Fourniture, la boutique que mes parents tenaient au cœur d'un village provençal. Pour la plupart des visiteurs, l'endroit avait un charme fou. Des pinceaux faits main suspendus en grappe, des bocaux en verre remplis de pigments colorés, des étagères croulant sous les tubes d'aquarelle, et cette odeur entêtante de térébenthine et de papier vieilli. Mais derrière la petite cloche qui tintait joyeusement à chaque nouvelle entrée se cachait une division silencieuse. Mon père, Stéphane, dirigeait la boutique comme un petit empire personnel. Ma mère, Sandrine, naviguait entre les rayons, feignant de maintenir un équilibre fragile. Et ma sœur, Manon, la prétendue artiste, flottait au milieu de tout cela, pareil à un rayon de soleil intouchable, adoré et totalement exempt de toute contrainte. Moi, je n'étais pas le rayon de soleil, j'étais la structure, la charpente invisible. Tu es celle qui a les pieds sur terre, disait toujours papa, de la même manière qu'on décrit du ciment. C'est utile, ça soutient l'édifice, mais personne ne le remarque jamais. Je restais tard le soir pour boucler la caisse, je passais les commandes aux fournisseurs, je nettoyais les palettes durcies par l'acrylique et je montais les murs d'exposition pour les ventes du week-end. Manon peignait sur les mêmes tables que je venais de récurer, et chaque tâche qu'elle laissait derrière elle était baptisée « résidu créatif ». Quand j'avais 11 ans, j'ai gagné un concours de design pour jeunes, parrainé par l'Ordre régional des architectes. Je suis rentré à la maison rayonnante, brandissant mon certificat encadré. Papa l'a parcouru des yeux, a hoché la tête une seule fois et a dit « c'est bien. Maintenant, va aider ta sœur à ranger ses peintures. » Un mois plus tard, Manon a peint un coucher de soleil avec ses doigts en classe. Maman l'a fait encadrer, en a fait des reproductions et les a vendues sur le comptoir de la boutique pour 10 € pièce. Les clients s'extasiaient sur son don naturel. Mon don à moi, c'était l'efficacité. Le sien, c'était la grâce. Au lycée, je gérais déjà la caisse les week-ends, je concevais les prospectus publicitaires et je m'occupais des factures des fournisseurs. Manon séchait ses heures de présence pour aller faire des croquis sur la place du village. Quand elle a voulu organiser une soirée artistique éphémère, c'est moi qui ai installé les tables, réglé l'éclairage et accueilli les invités. Quand l'événement a fait un flop, papa lui a dit que l'échec faisait partie intégrante de la vie d'artiste. Quand, cet été-là, j'ai rendu le magasin rentable pour la première fois, il a appelé ça un coup de chance. Je suis parti dans une grande école d'art avec une bourse partielle, j'en suis sorti diplômé avec mention et je suis devenu commissaire d'exposition. Pas le genre qui époussette de vieux tableaux, mais le genre qui décide de ce qui mérite d'être montré au monde. J'ai organisé des expositions dans tout le quartier des arts de la région du Luberon. Mon nom a commencé à apparaître dans les articles de presse. Mes parents s'en vantaient auprès de quiconque voulait bien les écouter. C'est notre fille, celle qui travaille avec de vrais artistes. Mais cette fierté s'est arrêtée net à la seconde où j'ai commencé à poser des limites. L'indépendance n'était pas quelque chose qu'ils respectaient, c'était quelque chose qui leur inspirait du ressentiment.
Pourtant, quand le crédit immobilier a pris du retard, c'est moi qui ai envoyé de l'argent. Quand les projets artistiques de Manon échouaient lamentablement, c'est moi qui payais discrètement les fournisseurs pour préserver la réputation de la boutique. Chaque virement bancaire ressemblait à une police d'assurance contre la culpabilité. Juste temporaire. Maman disait toujours, la famille, ça s'entraide. J'y ai cru, jusqu'à ce que je réalise que je n'aidais pas une famille. Je finançais du favoritisme. L'ironie, c'est qu'il pensait que ce grand repas de famille était une célébration de la gratitude. Il ne savait pas que c'était mon dernier acte de gratitude envers eux. La semaine précédant ce repas, j'avais à peine dormi. Entre la finalisation de l'exposition d'hiver et l'examen des œuvres prêtées par 2 collectionneurs privés, je fonctionnais à la caféine et à l'adrénaline pure. Malgré tout, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents la veille de la fête, comme toujours. Certaines habitudes meurent plus lentement que l'amour. La maison Leroy était identique à ce qu'elle avait été pendant 20 ans. Les murs de pierre usés par le temps, l'enseigne, Leroy et fournitures, qui pendaient de travers, accrochés par une seule chaîne rouillée, et cette odeur de peinture à l'huile qui ne s'en allait jamais vraiment. Mais à l'intérieur, tout me semblait plus petit, plus étriqué. Ou peut-être que c'était moi qui avais grandi. Manon était déjà là, avachie sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle portait un manteau couleur camel qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Papa et maman m'ont fait une surprise, a-t-elle lancé en tendant son poignet pour exhiber un bracelet en or. C'est pour ma dernière vidéo, une vraie étape importante. Une étape importante. La vidéo avait recueilli 500 likes. J'ai posé mon sac et j'ai souri du bout des lèvres. Félicitations, ai-je dit, le mot râpeux dans ma bouche. Papa est entré dans le salon, s'essuyant les mains sur un torchon. Chloé, tu as apporté la confiture d'oignon ? A-t-il demandé sans même lever les yeux. Oui, elle est dans le frigo. Bien, a-t-il répondu. Assure-toi qu'elle soit bien présentée avant le dîner. Tu sais que la présentation n'est pas le point fort de ta mère. J'ai failli rire. J'avais organisé des expositions de musées entières avec un éclairage de précision et un contrôle de la température au degré près, mais mon père pensait toujours que ma plus grande contribution à la vie était de savoir où placer les accompagnements. Le dîner a commencé dans une ambiance chaleureuse, le cœur habituel de plaisanterie et de vin. Maman s'agitait autour des couverts. Manon parlait de ses partenariats de marque. Je suis restée silencieuse, découpant ma dinde rôtie en petits morceaux parfaits. Puis papa s'est raclé la gorge, ce signal familier qui annonçait qu'il allait dire quelque chose de blessant. Ta sœur s'en sort si bien ces derniers temps, a-t-il dit en souriant à Manon. Nous sommes fiers d'elle. Elle est née pour une vie douce, tu sais. Elle a toujours eu ce don. Mon couteau a légèrement glissé dans ma main. Douce ? Ai-je répété. Il a hoché la tête, inconscient ou peut-être délibérément cruel. Oui, certaines personnes sont faites pour la beauté, d'autres pour le labeur. Tu as toujours été doué pour faire tourner les choses. Ma mère a attrapé son verre. Ton père veut juste dire que tu es quelqu'un de fiable, a-t-elle ajouté rapidement, les yeux fuyant les miens. C'est alors que papa s'est adossé à sa chaise, a jeté sa serviette sur la table et a prononcé la phrase qui allait résonner en moi pendant des mois. Si tu as un problème avec ça, Chloé, la porte est là. Personne n'a bougé. Manon a eu un sourire en coin en buvant son vin. Maman a fixé le centre de table comme s'il pouvait la sauver. C'est à ce moment précis que la douleur a cessé, que tout est devenu parfaitement immobile et clair. J'ai compris que ce n'était pas la première trahison de ma famille. C'était simplement la première que je refusais de nettoyer. Ce soir-là, en rentrant, je n'ai pas allumé la radio. Le silence me semblait plus pur que n'importe quelle chanson. Les phares de ma voiture s'étiraient sur la route départementale, fendant la campagne provençale comme 2 lignes de vérité, froides, lumineuses, irréversibles. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais même pas de colère. C'était quelque chose de plus aigu que la colère. Quelque chose de froid et d'étrangement stable. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en train de réagir. J'étais en train d'observer, de sélectionner, comme toujours, sauf que cette fois, l'exposition était ma propre famille, et j'en avais fini de prétendre que leur chaos était de l'art. Antoine était encore réveillé quand je suis rentré dans notre appartement en ville. Mon petit ami avait un appareil photo sur les genoux,
triant les tirages de sa dernière séance. Il a immédiatement levé les yeux. À quel point c'était terrible? J'ai suspendu mon manteau, retiré mes chaussures. Assez terrible pour y mettre fin, ai-je dit. À tout. Il a attendu. Il attendait toujours. Je lui ai tout raconté. Le discours de mon père, le silence assourdissant, la façon dont Manon avait souri comme si elle venait de gagner une partie à laquelle je n'avais jamais accepté de jouer. Je m'attendais à ce que ma voix tremble quelque part dans le récit, mais elle ne l'a pas fait. Elle est sortie calme, presque détachée, comme si je décrivais la vie de quelqu'un d'autre. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a demandé Antoine. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché mes dossiers financiers. La lueur de l'écran se reflétait sur la vitre, nous baignant tous les deux d'une lumière bleu pâle. Maintenant, ai-je dit, j'arrête de financer ma propre humiliation. Je transférais de l'argent chaque mois depuis près de 4 ans. Mensualité du crédit, facture des fournisseurs, prêts temporaires occasionnels, tout était soigneusement consigné dans des dossiers intitulés « Soutien familial »,« Aide entreprise »,« Fourniture Manon ». J'ai commencé à supprimer les autorisations de prélèvement automatique, une par une. Compte de crédit immobilier, supprimer l'accès. Ligne de crédit fournisseur, révoquer l'approbation. C'était comme couper des fils invisibles qui m'avaient tenu en otage. Antoine n'a pas interrompu mon manège silencieux. Il s'est contenté de me tendre une tasse de thé, de la même manière qu'on tend une serviette à quelqu'un qui sort des décombres. Avant minuit, j'avais rédigé un court email à mon père, ma mère et au compte professionnel de la boutique. Avec effet immédiat, je mets fin à toutes mes contributions financières et à l'accès au compte partagé. Veuillez retirer mon nom de toutes les opérations du magasin. Chloé. Je n'ai ajouté ni menace, ni explication. Juste ça. La précision est un langage en soi. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, non pas à cause de l'anxiété, mais porté par une clarté nouvelle. J'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai conduit jusqu'à la galerie d'art. Mon assistante, Clara, a semblé surprise de me voir. « Vous travaillez aujourd'hui ?» « Oui », ai-je répondu en parcourant le plan de l'exposition. « Je change le nom de l'exposition d'hiver. » Elle a cligné des yeux. « Pourquoi ?»« Frontières. » Le titre m'a frappé comme une bouffée d'oxygène. Soudain, chaque œuvre prenait tout son sens. Les sculptures sur le confinement, les peintures sur l'espace négatif, les installations qui utilisaient des parois de verre au lieu de pièces ouvertes. Ce n'était plus seulement de l'art. C'était un message. 3 jours plus tard, le téléphone a commencé à sonner. D'abord maman, puis papa, puis Manon. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé les appels manqués s'accumuler comme des coups de pinceau. Désespérés, inégaux, bruyants. Les messages vocaux ont afflué. Chloé, le paiement du crédit a été rejeté. Appelle-nous. Ta mère ne dort plus. Salut Serette, peut-être que tu pourrais me dépanner un peu jusqu'à ce que ma collab soit payée. Chacun d'eux est allé directement aux archives. Ce week-end-là, j'ai marché seul dans l'exposition presque terminée. Les lumières étaient tamisées, la galerie silencieuse, à l'exception du bourdonnement du système de ventilation. Je me suis arrêté devant une œuvre que j'avais failli retirer, un miroir fissuré suspendu au plafond, dont les éclats capturaient et déformaient le reflet de quiconque se tenait en dessous. J'ai fixé mon reflet fracturé et j'ai pensé, enfin, ça a l'air honnête. Dehors, la neige a commencé à tomber, douce, lente, imperturbable. Pour une fois, je l'étais aussi. Le premier message vocal est arrivé à 8h14 un mardi matin. La voix de mon père était tendue, sèche. Chloé, le compte fournisseur est bloqué. J'ai besoin que tu règles ça. Pas de salutation, pas d'excuses, juste un ordre. À midi, ma mère a appelé. Son ton était tout le contraire, doux, désespéré, tremblant. Ton père est stressé. Nous sommes de nouveau en retard pour le crédit. Pourrais-tu juste couvrir ce mois-ci? Juste celui-ci. Puis le message de Manon est arrivé, d'un ton chantant et plein d'assurance. Salut Serette, on organise une nouvelle soirée artistique à la boutique. J'ai besoin que tu envoies 10 000 € pour réserver l'espace. Je mettrai ton nom sur la promo, promis. Je n'ai répondu à aucun d'eux.
Je n'avais pas besoin de le faire. Le silence parlerait pour moi. Le troisième jour, les emails ont commencé à arriver. Paiement en retard. Avis de suspension du fournisseur. Avertissement de retard de paiement. Chaque écho numérique du système même que j'avais maintenu pendant des années se retournait maintenant contre eux. Pour une fois, l'entreprise qu'ils avaient traitée comme un héritage familial montrait ce qu'elle était vraiment, une facture impayée déguisée en patrimoine. Je suis passé en voiture devant la boutique ce vendredi après-midi, non pas pour jubiler, mais pour voir l'endroit objectivement. Les vitrines que j'avais autrefois conçues étaient maintenant délavées. Les reproductions de Manon étaient toujours scotchées, blanchies par le soleil, les bords recourbés. Une pancarte manuscrite indiquait, fermée plus tôt, urgence familiale. À l'intérieur, j'ai vu mon père faire les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. Ma mère se tenait derrière le comptoir, se tenant le dos. Manon était assise sur un tabouret, faisant défiler son écran, prétendant que cela n'arrivait pas. Cette vision aurait dû me faire mal. Au lieu de cela, elle m'a apaisé. Pour la première fois, je ne faisais pas partie de leur performance. Ce soir-là, tante Monique a appelé. Elle n'appelait jamais à moins que ce ne soit important. Tes parents ont des ennuis, a-t-elle dit. Le fisc a envoyé un avis concernant des déductions pour la galerie de Manon. Ils ont déclaré des frais professionnels qui n'existent pas. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Et ils t'ont désigné comme garante secondaire, a-t-elle ajouté doucement. Mais le contrôle ne remonte que sur 3 ans. Tu peux facilement te disculper, Chloé, mais eux, ils ne le peuvent pas. Cette nuit-là, j'ai rédigé un dernier message à mes parents et à Manon. J'ai été informé des anomalies fiscales liées au magasin. Je ne suis pas impliqué et je soumettrai les documents de séparation requis cette semaine. Veuillez vous abstenir de mentionner mon nom sur de futurs dossiers ou comptes. Pas d'émotion, pas de menace, juste la vérité, froide, finale et irréversible. Le samedi, mon père s'est présenté à mon appartement. J'ai entendu frapper avant de le voir sur la caméra de sécurité. Même veste en cuir, même autorité qui me paralysait autrefois. Il n'avait pas l'air en colère cette fois. Il avait l'air petit. Ouvre la porte, Chloé. Je ne l'ai pas fait. Il a parlé à travers le haut-parleur crépitant. Tu crois que tu peux t'enfuir comme ça? Cette famille s'effondre sans toi. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Alors peut-être qu'elle le devrait. Il a frappé une fois, fort. Tu nous dois bien ça, après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai ri avant de pouvoir me retenir. Vous avez raison, ai-je dit doucement, et j'ai enfin payé ma dette en totalité. Puis j'ai mis fin à l'appel. Le dimanche, le crédit de la boutique a été gelé. Manon a publié une vague story Instagram sur « l'énergie toxique » et la « trahison familiale » qui, ironiquement, est devenue suffisamment virale pour que le journal local reprenne l'histoire. Ce lundi-là, je suis arrivé tôt à la galerie pour rencontrer la presse au sujet de « Frontières ». L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois dit de rester dans les coulisses regardaient maintenant mon nom faire la une de la page culturelle de la région. Le vernissage de l'exposition était bondé. Des conservateurs, des collectionneurs, des artistes que j'admirais depuis des années. J'ai traversé la foule, saluant les invités, ajustant une lumière. L'installation du miroir scintillait sous les projecteurs, ses éclats capturant la pièce en des centaines de reflets fracturés. Au milieu de la soirée, Antoine m'a touché le bras. Ils sont là, a-t-il murmuré. Je me suis retourné. Mes parents se tenaient près de l'entrée, Stéphane dans son vieux blazer, Sandrine serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Manon les suivait, le visage pâle sous son maquillage. Ils ressemblaient à des touristes qui s'étaient égarés dans le mauvais musée. Papa s'est avancé vers moi. Nous devons parler. J'ai souri poliment. Professionnellement. Ce n'est pas l'endroit. Alors fait en l'endroit, a-t-il lâché. Nous coulons, Chloé. La banque. La banque, les jeux interrompus, n'accepte pas la culpabilité comme monnaie d'échange. Maman s'est avancée, la voix brisée. Nous avons juste besoin de ton aide jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai secoué la tête. Vous voulez dire jusqu'à ce que je règle à nouveau vos dettes? Manon a alors pris la parole, son ton sec mais fragile. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous.
J'ai croisé son regard. Non. J'agis comme si je croyais enfin que je suffis. Les invités s'étaient tus autour de nous, bien qu'aucun ne fît semblant de ne pas écouter. Pendant un instant, on aurait dit une pièce de théâtre, projecteur, public, point culminant. J'avais passé ma vie à être la commissaire de l'art des autres, mais ceci, c'était le mien. J'ai fait un geste vers l'installation derrière moi. Vous voyez ce miroir? Chaque éclat reflète un morceau de ce qui reste quand quelque chose se brise. Vous pouvez essayer de le recoller, mais il ne sera plus jamais le même. Papa semblait perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez réparer votre magasin, ou pas, ai-je dit calmement. Mais je ne suis pas l'un des morceaux que vous avez le droit de rattacher. Antoine s'est rapproché, sa présence me donnant de la force. Ma voix n'a pas tremblé quand j'ai ajouté, si vous avez un problème avec ça, la porte est toujours là. Les mots ont atterri exactement comme les siens l'avaient fait autrefois, mais cette fois, le pouvoir avait changé de camp. Il a cligné des yeux, stupéfait. Puis, sans un autre mot, il s'est retourné et est sorti. Ma mère l'a suivi. Manon est restée un instant de plus, les yeux allant de moi au miroir avant de partir elle aussi. La foule est restée silencieuse jusqu'à ce que la porte se referme, puis des applaudissements ont éclaté, d'abord timides, puis plus forts. Je ne l'avais pas prévu. Je n'en avais pas besoin. Mais c'est arrivé, et cela ressemblait à un acte final. Plus tard dans la nuit, quand la galerie s'est vidée, je suis resté seul dans la lueur du dernier projecteur. Antoine est venu à mes côtés. Ça va? Je crois, ai-je dit. C'est étrange. Le silence ne fait plus mal. Il a souri faiblement. C'est parce qu'il est enfin à toi. J'ai regardé autour de moi les reflets qui attrapaient encore la lumière. Pour la première fois, je n'ai pas vu des fragments. J'ai vu un tout. Dehors, la neige poudrait à nouveau la rue. Quelque part en ville, mon père fermait probablement la boutique pour la dernière fois. Ma mère compterait les invendus. Manon regarderait peut-être son téléphone, se demandant comment les commentaires s'étaient retournés contre elle. Mais je ne pensais plus à eux. Mon monde avait basculé, de manière nette et délibérée. J'avais été la commissaire de ma propre liberté, et pour la première fois, l'exposition, c'était moi. Ils ont vendu la boutique en moins de 3 mois. Une franchise régionale a racheté le stock pour à peine la moitié de sa valeur. Après les frais de justice et les arriérés d'impôts, mes parents sont repartis avec moins de 5 000 €. La maison a suivi peu après, remplacée par un 2 pièces en location près de la gare de marchandises. Mon père a pris un travail de nuit, chargeant des camions pour une société de transport. Ma mère peignait de petites aquarelles de portes provençales et les vendait sur les marchés du week-end. Manon a trouvé un travail dans un magasin d'encadrement dans une rue commerçante, mesurant du verre et coupant des passe-partout, apprenant enfin la précision à la dure. Pendant ce temps, j'ai emménagé dans un appartement lumineux en centre-ville, à 3 rues de la place du village. Ma nouvelle proposition d'exposition a été acceptée par un musée à Arles. Le thème, après le silence. L'ironie ne m'a pas échappé. Antoine m'a aidé à accrocher la première maquette, les mains sûres, le regard fier. Quand l'invitation au vernissage a été mise en ligne, j'ai fixé le titre « Une exposition de Chloé Leroy ». Aucune mention de la famille, aucun avertissement, juste moi. J'ai repensé à cette table de fête, à la façon dont mon père avait dit « Si tu as un problème, la porte est là ». Il avait raison, d'une certaine manière. Franchir cette porte ne m'a pas détruite, cela m'a sauvée. Le soir du vernissage après le silence, je me tenais sous la dernière œuvre, une serviette en lin encadrée, pressée derrière une vitre, la même que j'avais pliée ce fameux soir. Les gens pensaient que c'était un symbole. Ça l'était et ça ne l'était pas. C'était une preuve. Quand les lumières se sont tamisées et que la galerie s'est vidée, Antoine m'a tendu un verre de vin. « Ça en valait la peine » a-t-il demandé. J'ai souri. Chaque seconde. J'ai envoyé une dernière lettre des semaines plus tard, courte, tapée à la machine, non signée. L'amour n'est pas un travail à sens unique. Je vous souhaite de grandir, mais à distance. Pas d'adresse de retour, pas d'amertume, juste la paix. Si vous avez déjà dû vous éloigner des personnes qui vous ont appris à rester silencieux, racontez-moi votre histoire. D'où me regardez-vous ?
Je vous promets que vous n'êtes pas le seul à avoir dû trouver la liberté à la porte de sortie.